Je tiens à remercier le comité d'organisation, est-ce qu'on m'entend, pour nous avoir invités, parce que je pense qu'on a des belles choses et des choses importantes à raconter, à dire. Et oui, je me rends compte que peut-être cette heure après les conférences qu'il y a eu ce matin, l'heure avant le dîner, j'ai pensé qu'il fallait peut-être vous mettre un peu l'eau à la bouche en vous parlant effectivement de la supervision du milieu, son mot à mot et son bouillon d'Esterbeek. Ceci fera partie de l'introduction. Nous évoquerons quelques ingrédients, les émotions, la tristesse, la dépression, les différences. Et puis, il y a des grands classiques de la cuisine qui sont quand même les basiques, qui sont, vous en avez parlé hier, la position dépressive, la position schizoparanoïde. Et une troisième, j'ai envie d'innover, j'ai envie de vous parler de Thomas Ogden qui évoque en 89 la position autistique contiguë, qui fait que des adolescents restent dans une sensorialité, dans un désir, un besoin de peau à peau, donc constant. Pour illustrer aussi ce dialogue, cette discussion, je ne sais pas si en haut vous voyez, mais ceci est un dé à coudre. Et si nous considérons cela comme une capacité de penser, l'appareil à penser les pensées, je fais bien sûr référence à Bion, ça a une petite contenance. Ceci, on a un peu plus. Comment être soi-même en tant que psychanalyste, en tant que soignant, plutôt dans une contenance plus importante que celle-là. Et pour complexifier les choses, si nous avons un appareil à penser complètement saturé, vous voyez, on n'arrive pas encore à mettre autre chose dans ce dé à coudre qui peut représenter l'appareil à penser du soignant. Donc, on a intérêt à développer chez l'adolescent, chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte, et je pense aussi la personne âgée, une capacité de contenance plus importante en faisant passer de ce point-là à celui-là. Et le problème reste toujours le même. Si cet appareil à penser est complètement saturé, c'est très compliqué d'accueillir les souffrances, les doléances de nos patients. Voilà pour l'introduction. Donc, je vous propose d'introduire cette présentation en évoquant 3 points. Le premier est le contexte de travail qui nourrit notre pratique dans l'unité hospitalière pédopsychiatrique à Aigle. Elle se base sur l'application de la méthode d'observation du nourrisson, selon Esterbeek. Pour le deuxième point, je vous propose quelques définitions qui font référence aux émotions. Pour terminer cette introduction, je vais faire un rapide survol des différentes organisations psychiques, comme vous l'avez vu, comme les a théorisées Melanie Klein et Ogden, la position dépressive, la position schizoparanoïde et cette position autistique contiguë. On ne prétend pas que notre discussion est unique, mais il y a plusieurs grilles de lecture et c'est là où j'imagine que dans la discussion, il pourra y avoir d'autres points de vue, d'autres vertex de compréhension, parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'une seule grille de lecture, mais plusieurs. C'est pourquoi, quand nous travaillons dans notre unité hospitalière, ce que nous appelons la supervision du milieu, nous la travaillons à la façon des séminaires d'observation, de la formation à l'observation du bébé selon Esterbeek. Esterbeek a créé une méthode de formation à l'observation du nourrisson. Elle a développé une méthode se basant sur 3 points. Dans la formation des psychanalystes et des psychothérapeutes à Londres, elle a proposé d'apprendre à observer un bébé qui grandit dans sa famille en faisant tabula rasa de la théorie, en accueillant de façon empathique le matériel d'observation, tout observer sans rien censurer et sans rien vouloir vérifier. Il s'agit là d'une méthode originale. Je vous décris la méthode. Un observateur se rend 1 fois par semaine pendant environ 1 heure, pendant environ 2 ans, au domicile d'une famille où est né un bébé. 1 fois par semaine pendant 1 heure, il va observer ce bébé, observer l'archaïque et ô combien nos adolescents qui n'arrivent pas à formuler des mots clairs peuvent aussi nous communiquer sous forme d'une identification projective, une
façon archaïque de communiquer à travers le corps. Donc cette méthode-là permet d'observer et de s'entraîner à observer. Ceci est le premier temps. Ensuite, aucune note n'est prise pendant ce temps-là. Le deuxième temps de la formation, c'est la prise de notes, qu'on essaie de faire pas trop tardivement, en écrivant tout ce qu'on a observé. Le troisième temps est celui de la supervision en groupe du matériel qui a été effectivement observé, et à partir de là, donc dactylographier, discuter, et c'est à partir de là finalement qu'on arrive à tenter de mettre du sens à quelque chose de très archaïque qui appartient au bébé et bien sûr à tout l'archaïque qui se mobilise dans une famille qui accueille un bébé. Antonio Damasio, professeur de neurologie et directeur de l'Institut pour l'étude neurologique de l'émotion et de la créativité à l'Université de Californie, dans son livre « Le sentiment même de soi », nous dit que la fonction biologique des émotions est double. La première fonction est la production d'une réaction spécifique à la situation inductrice. Chez un animal, par exemple, la réaction peut être celle de courir, de rester immobile, de battre en retraite, d'attaquer. Il est aussi un comportement susceptible de produire du plaisir. Chez l'être humain, les réactions sont essentiellement les mêmes, elles sont un peu plus tempérées, quoique. La seconde fonction biologique de l'émotion est la régulation de l'état interne de l'organisme, afin qu'il puisse être prêt pour une réaction spécifique, augmenter le flux sanguin dans les artères des jambes. Il propose les émotions suivantes. Des primaires et universelles. Le bonheur, la tristesse, la peur, la colère, la surprise, le dégoût. Secondaire ou social, dit-il, l'embarras, la jalousie, la culpabilité et l'orgueil. D'arrière-plan, le bien-être, le malaise, le calme, la tension. Il utilise le mot de pulsion, avec la peine et le plaisir. La différence entre tristesse et dépression, je vous la fais assez rapide et brève pour qu'on puisse passer à la clinique. Ferro, à partir de l'éclairage du modèle post-bionien de l'appareil psychique, nous propose de penser la dépression comme le débordement d'une tristesse qui pourrait être considérée comme normale, qui ne peut pas être contenue et pensée, c'est-à-dire transformée. Quand c'est saturé, on ne peut plus rien rajouter. L'être humain est contraint depuis sa naissance et jusqu'à sa mort de faire quelque chose de ses émotions. Vous en parliez hier, celui-là. De trouver une issue aux différents conflits émotionnels. Pour Ferro, la théorie de l'appareil psychique est qu'après le Big Bang, qui détermine la naissance du mental, le but principal d'une analyse, je proposerai aussi d'un soin psychique, est le développement de la capacité à transformer une sensorialité très archaïque, très à l'état brut, des proto-émotions, en images, ainsi que le développement de la capacité à les contenir. Mélanie Chéric va vous exposer sa pratique qui, à travers la qualité de son accueil empathique des émotions des ados qu'elle rencontre, augmente la capacité de contenance et par sa répétition du va-et-vient entre soignant et l'adolescent, ou l'enfant ou l'adulte, lui donne aussi et le mode d'emploi et la construction d'un appareil, d'un espace interne pour les pensées. À travers le recours à une rêverie, elle permet avec l'ado la co-construction d'un appareil à penser. Nous aidons l'adolescent à développer les outils, les instruments qui servent à penser, c'est-à-dire la fonction alpha de Bion. Ogden, en 2008, propose d'aider nos patients à rêver ce qui n'a pas pu être rêvé, en se tenant là où les objets primaires, l'environnement, n'a pas pu répondre, a été absent. Pour cela, l'être humain propose une organisation psychique s'articulant sur 3 pôles. Classiquement, les organisations définies par Melanie Klein,
qui sont la position dépressive, qui définit l'expression la plus précoce et la plus angoissée du sentiment de culpabilité vis-à-vis des sentiments ambivalents, amour-haine vis-à-vis de l'objet. La position schizoparanoïde, on va vite, mais on peut en discuter, qui, elle, définit les stades les plus précoces, avant le 4e mois, de l'angoisse de persécution en lien avec la crainte du morcellement de la psyché. La position autistique contiguë, définie par Thomas Ogden, qui est la toute première organisation psychique venant avant la position dépressive, avant la position schizoparanoïde. Elle implique un type d'organisation psychique basée sur la continuité nécessaire de la sensorialité pour ne pas vivre des angoisses catastrophiques. Et là, je pense qu'on se rapproche aussi des angoisses agonistiques définies par Winnicott, de la séparation traumatique avec le corps de la mère. Elle est, par définition, non symbolique. En d'autres termes, et c'est là une position théorique mais pas la seule, nous accompagnons les adolescents à développer une rêverie qui est valable pour l'enfant, l'adolescent, la personne âgée, et qu'ils puissent se l'approprier. C'est la pensée onirique de la veille qui peut aider l'adolescent à développer et ainsi l'accompagner vers un développement de l'appareil à penser, sans cesse vers un pôle de construction plutôt qu'un pôle de déconstruction, qui est plutôt la position schizoparanoïde. Pour cela, l'appareil à penser du soignant doit être non saturé, en forme, disponible en tout temps, et ainsi de supporter de ne pas comprendre toujours et rester dans une réceptivité empathique. C'est ce qu'elle fait. Peut-être pas comme ça quand même. Pas tout le temps. Merci. Nous allons donc partir des adolescents que je suis dans ma pratique. Donc, comme l'a dit M. Panchaud, je travaille pour l'AIMEA ou l'EMA sur le secteur centre, donc qui est l'antenne d'intervention dans le milieu pour les enfants et les adolescents. C'est un mandat qui me fait aller dans les foyers, particulièrement dans les structures éducatives pour les adolescents et pour les enfants aussi, mais surtout de la première ligne, donc où je rencontre les jeunes dans les foyers pour adolescents, des jeunes qui sont tous en refus de soins. Donc, voilà, moi, je n'interviens que si, quand il y a des inquiétudes pour des jeunes qui refusent d'aller consulter dans le cursus normal. Donc, à ce moment-là, moi, je me rends sur place, je vais les rencontrer là où ils sont. Alors, en général, en foyer, mais ça peut aussi être à domicile. Et puis, le but, c'est vraiment de pouvoir les accompagner, faire un premier chemin avec eux pour les accompagner pour entrer en soins, ensuite dans un cursus normal, quand c'est possible. Je pense que ce refus de soins, en tout cas de par mon expérience maintenant, est très très souvent lié à cette émotion démoniaque, qu'on pourrait en tout cas décrire comme ça, qu'est la tristesse. Donc pendant cette intervention, on va vous mettre à l'écran des phrases. Donc on est vraiment parti, j'avais envie de partir de phrases que m'ont dit certains adolescents quand je les ai rencontrés, qui m'avaient marqué et puis qui, je trouve, mettaient bien en mots souvent cette difficulté comme ça à vivre la tristesse, à l'anesthésier, la mettre en veille et la transformer particulièrement dans d'autres symptômes. C'est vrai que c'est très très rare que je sois appelée dans les foyers ou ailleurs pour un jeune qui serait triste ou dépressif, déprimé. On m'appelle en règle générale pour tout un tas d'autres symptômes qui vont des troubles du comportement, de somatisation, de phobie scolaire, de violence, d'agressivité, parfois même de consommation, beaucoup de consommation de substances et puis parfois d'hyperactivité. À chaque fois, un fond dépressif majeur est très très vite décelé, enfoui, probablement honteux aussi, caché, mais dévastateur, et puis si dévastateur justement qui doit être anesthésié et transformé. Donc c'est un petit peu de ça, en partant de la thématique de cette journée avec les regards croisés. Donc on va... Alors, vous n'avez pas déjà tout renversé. Donc les regards croisés qui seront donc le regard de l'adolescent, du soignant, du psychanalyste ensuite, pour essayer de vous expliquer un petit peu, passer du mot à mot pour aller aux mots à mots, M-A-U-X, justement par rapport à la tristesse et à la dépression. Donc la première parole, la colère sort par mes yeux, c'est pas des pleurs. La jeune fille de 15 ans qui m'avait dit ça, la première fois que je l'avais rencontrée, alors qu'elle était effectivement en pleurs très rapidement pendant l'entretien,
m'a beaucoup frappée. Je pense que c'était réellement une manière très claire d'exprimer le fait que, voilà, je pleure. L'expression la plus pure de la tristesse, finalement, qui sortait à ce moment-là, ne pouvait même pas être entendable comme telle. Donc c'était vraiment, voilà, c'est ma colère qui sort par mes yeux. Je ne pleure pas, je ne suis pas triste. Elle avait besoin de se protéger de son vécu, un vécu de mort, un vécu de néant, de vide. Un vécu qui amenait une souffrance immense et qui était insupportable. La colère a finalement été pour cette jeune fille le moyen de transformer une émotion insupportable en émotion vivante, par honte peut-être, par peur, par besoin de jouer les grandes, peu importe, mais elle définissait clairement en tout cas le cadre ou le champ de nos rencontres. Je veux bien te voir, mais ne me dis pas que je suis triste, ne me parle pas de ce sentiment-là, je ne suis pas prête. Je l'ai donc, je suis donc partie, et c'est souvent quand même le cas, donc c'est un petit peu de là, de ce qui nous demande qu'on part, et puis où on prend le temps de pouvoir les laisser venir à parler de ce sentiment-là. Oui. Alors, encore une fois, je crois que ce n'est pas uniquement la seule unique grille de lecture. Dans cette première parole, il me semble quand l'infirmière dit que cette phrase « m'est restée », elle utilise le « m'». Ceci semble montrer que Mme Sherix a proposé à l'adolescent son appareil à penser, réceptif, convexe, prêt à accueillir et de façon empathique un contenu qui lui est resté en mémoire. Elle a mis ça quelque part à l'intérieur d'elle. L'adolescent devait se défendre de la tristesse. L'appareil psychique, Mélanie Sherix est prêt à accueillir ce que l'adolescente a à lui dire, ce que l'adolescente lui demande d'accueillir, ce qu'elle a à lui dire. Nous sommes tous, sans exception, comme je disais tout à l'heure, à devoir traiter, transformer nos émotions, nos conflits émotionnels. Cela depuis notre première minute jusqu'à la dernière. Ici, le vécu émotionnel de tristesse, de néant, la mort, le vide. Il me semble qu'avec ces mots-là, nous avons une représentation dont Mme Sherix donne une quittance à l'adolescent de les avoir accueillis. La douleur de la tristesse de la mort, la question de la finitude et un registre émotionnel plus archaïque, celui du néant, du vide, qui correspond à des angoisses plus profondes, plus liées au sentiment de continuité d'être, angoisse agonistique, existentielle, que Winnicott a définie. Je profite de citer aussi Pierre de Lyon, qui, dans son livre « Tout ne se joue pas avant l'âge de 3 ans », les troubles du comportement de l'enfant sont aussi une façon que l'enfant a à nous communiquer quelque chose. Comme une bouteille lancée à la mer, et la mer on l'écrit comme on veut, dont il faut donner une quittance et essayer de le décoder. Des fois, l'humidité à l'intérieur de la bouteille a effacé quelque peu le message. La deuxième parole, j'ai été triste un jour. C'était trop dur, alors je suis devenue en colère, j'ai eu la haine. C'était beaucoup plus facile et ça fait moins peur. Le jeune garçon qui m'a dit ça était arrivé en Suisse à l'âge de 11 ans. Il en avait 16 au moment où je l'ai rencontré. Il avait quitté la Thaïlande et ses grands-parents pour retrouver une maman qu'il n'avait jamais connue. Il y avait beaucoup d'attentes, d'espoir, d'illusions, mais la relation s'est vite démontrée plus compliquée et pleine de déceptions. Ajoutant à ça une perte de repères absolue, une intégration difficile à l'école avec une discrimination importante, le barrage de la langue et le cocktail était explosif. Ce jeune homme avait pu me décrire une détresse si forte qu'il a eu l'impression d'en mourir, son cœur explosait à l'intérieur de lui tellement il avait mal. Il décrit donc avoir décidé, après un jour de ce vécu, donc il l'a bien spécifié, de ne plus ressentir ça, mais de se mettre en colère contre les autres, contre tout ce qui pouvait l'entourer. Il dit avoir compris sur le moment que ce serait le seul moyen de survivre. Il s'est donc battu avec ses camarades très régulièrement, il se sentait vivant, respecté et fort. Ce qui faisait mal, c'est lui qui faisait mal maintenant et c'est plus lui qui avait mal. Il y avait un certain contrôle qui était à ce moment-là précieux et salvateur. Il nous décrit donc un mécanisme de défense qui toutefois n'est pas sans conséquence non plus. Le symptôme évident est régulièrement pris au premier degré, sorti de son sens parce que la tristesse n'est pas décodée. C'est ce qui s'est passé pour lui. La colère, lorsqu'elle est si puissante qu'elle se transforme en violence régulière, quasi constante, comme dans son cas, amène au rejet parce que les symptômes ne sont pas compris dans leur entier. Peut-être que si la tristesse avait pu être décelée à ce moment-là, la réponse aurait pu être différente et mieux adaptée.
car le rejet amène bien entendu à encore plus de souffrance et de tristesse, donc à une augmentation encore de la colère en parallèle. Par contre, je me suis en tout cas demandé si l'appréhender par la tristesse, ça nous touchera, enfin il y a des contre-attitudes qui seront différentes chez nous, ça va nous toucher, ça nous permet de désamorcer ce système-là, sans même finalement avoir besoin de le nommer ou de le mettre en mots ou en avant auprès du jeune. Nous en revenons donc à la capacité d'accueillir avec empathie, effectivement, à la préoccupation bienveillante, sans demander forcément plus de liens, dans un premier temps en tout cas. C'est vrai que j'ai suivi ce jeune homme pendant plus de 2 ans, en tentant à plusieurs reprises de l'amener en soins dans un cursus normal, mais sans aucun succès. Il a pu seulement à la fin de notre suivi, enfin je pense d'ailleurs qu'il n'a jamais pu y aller, parce qu'il ne voulait pas, il me le disait, moi je ne veux pas qu'on me pose des questions et qu'on me rende triste, ou qu'on me refasse penser à ma tristesse. Il a pu finalement, à la fin de notre suivi, toucher à cette tristesse, il a pu pleurer, mais c'était vraiment seulement dans cet espace rassurant et contenant qu'il avait fini par utiliser pour. En même temps, c'était si difficile pour lui malgré tout que, effectivement, ça a été très très douloureux pour lui. Là, à nouveau, nous nous interrogeons sur ce qui est le plus facilement contenable par l'adolescent, dans un registre émotionnel le plus stable possible, sans débordement ou le moins possible. La position dépressive rapportée par Mélanie Klein est l'organisation psychique qui permet la plus grande croissance psychique, car elle peut utiliser la plus grande capacité de représentation, de mise en image. Toujours pour permettre la meilleure contenance et la transformation dans une quantité et une qualité d'émotions acceptables, contenables. Plus on les contient et plus on les transforme vers une croissance de l'appareil psychique, le lien plus K que définit Bion. Notre adolescent, dans un essai de contenir l'émotion de tristesse, qui reste une émotion douloureuse, subie passivement, la transforme en colère, en haine et activement l'expulse, l'évacue vers l'extérieur. Ferron, encore une fois, nous rappelle qu'une émotion qui ne peut pas être élaborée psychiquement sera évacuée activement avec force, colère et haine vers l'extérieur, sous forme d'hétéroagressivité, ou évacuée contre soi, sous forme d'auto-agressivité, ou évacuée vers le propre corps. Et là, nous trouvons tout le registre des maladies psychosomatiques. Dans ce registre-là de la psychosomatique, nous retrouvons souvent un défaut de mentalisation, de psychisation, qui déborde l'appareil à penser des pensées. C'est là toute l'école de psychosomatique de Pierre Marty, en particulier les procédés autocalmants, dont la revue française de psychosomatique a consacré un numéro en 1993. Gérard Zweig a écrit un très beau texte sur les procédés autocalmants par la recherche de l'excitation. C'est un paradoxe. Ce qui semble être pire, c'est le vide de ne rien ressentir. Troisième parole. Quand je consomme, je ressens plus rien. Mais je me sens aussi hyper vivante. Ça endort des trucs qui font mal et ça réveille des trucs qui sont jamais réveillés sans. La dépendance des ados est souvent bien entendu aussi utilisée comme moyen de survivre à la tristesse. La jeune fille qui m'a dit ça était terriblement déprimée, se mettait constamment en danger par des consommations massives d'alcool, de cannabis et probablement d'autres substances. S'anesthésier, ne plus penser, ne plus ressentir la souffrance perpétuelle, une sorte de coma psychique. Mieux vaut ne plus rien ressentir et être vide que vivre une impression de mort. En lien avec cette situation dramatique, j'ai aussi constaté que la dimension tristesse contamine beaucoup l'entourage et fait très peur. En effet, les comportements très agissants de cette jeune fille, qui faisait des fugues à répétition, qui était tout le temps dans des mises en danger, vraiment constantes, avec de la violence, des consommations massives également au foyer, c'est une jeune fille qui était au foyer, qui sortait donc clairement du cadre et qui n'était pas tolérée par l'institution, n'ont jamais entravé son placement. Un travail très très riche, un énorme travail très riche a pu se faire avec l'équipe du foyer, un travail de lien ou d'expérience, de lien positive, de continuité et de préoccupation bienveillante pendant plusieurs mois. Ce travail a permis à un certain moment à cette jeune fille de se sentir suffisamment rassurée et en confiance dans le lien pour lâcher ses défenses et toucher à sa tristesse. Se permettre de la vivre, sachant qu'elle serait contenue, soutenue et validée. Et sachant que c'est ce qu'on lui demandait, on l'amenait sur ce chemin-là. Mais c'est finalement à ce moment-là, devant le tableau dépressif majeur qu'elle a alors présenté, que le placement a été remis en question et stoppé en quelques jours. Tout a volé en éclats. J'ai alors, dans ma frustration, fait l'hypothèse que la tristesse, qui à ce moment-là était devenue dépression, voire mélancolie, je pense,
fait très peur, envahit et doit aussi être très très vite mise à distance. Comme si la dimension individuelle ne suffisait pas. Le drame de cette situation devient collectif et la tristesse contamine l'entourage, même professionnel. Donc, amener un jeune à la toucher, à la vivre, nécessite aussi une prise en charge très conséquente et intensive. Il faut vraiment au préalable assurer un contenant suffisamment fort et non saturé. On ne nous y prendra plus. Nous avons avec cette petite vignette toute la question qui est celui du lien de l'adolescent avec son corps. Et la question de la sensorialité, de ce sentiment d'être, de ce sentiment d'exister en tant que sujet. Cette question pourrait être le sujet d'un séminaire sur plusieurs années. Pour Freud, le moi psychique c'était et se construit sur un moi corporel. Le corps qui est très tôt dans la vie du bébé doit être tenu, soigné. Winnicott nous dit que le sentiment de continuité d'être, l'unité soma-psyché se construit chez le bébé quand il est tenu, porté, gardé au chaud et quand il est appelé par son prénom, par un environnement suffisamment bon. Pour des raisons défensives, cette unité soma-psyché peut être amenée à se dissocier, à éviter le lien, la mise en sens, la compréhension. Là, le corps peut prendre le relais par rapport à ce que la psyché n'arrive pas à contenir, à élaborer. Elle est débordée. Ici, dans cette vignette, il faut anesthésier la tristesse. Ferenczi en parle dans le traumatisme, réflexion sur le traumatisme. Mais la quantité d'énergie doit trouver une issue. Cette issue peut être le corps. Le corps réceptacle de douleur psychique qui devient physique et qu'il faut anesthésier. Le corps sensation du vide abyssal qu'il faut remplir à travers une sensorialité, c'est-à-dire un flux sensoriel qui donne la sensation de se sentir vivant ou simplement d'être. On les retrouve sous différentes formes, toxicomanie, anorexie, besoin d'un pot à pot, sport à outrance. On retrouve les procédés autocalmants que j'ai mentionnés tout à l'heure. 4e parole. Je pleure, mais personne n'a jamais compris que ce n'est pas de la tristesse, mais de la peur. La dimension de peur est fondamentale autour de la tristesse. La tristesse fait peur, et la peur amène de la souffrance, donc de la tristesse. Elles sont étroitement liées. En référence donc à Mélanie Klein, qui décrit et développe les positions schizoparanoïdes et dépressives chez le bébé, et en y ajoutant la position autistique contiguë d'Ogden, dont vous a parlé le docteur Sanchez, la pensée actuelle va dans le sens que chacun vit des oscillations permanentes entre chacune de ces trois positions. Tantôt la souffrance est plus liée à de la peur, tantôt plus à la douleur, elle fait mal, tantôt à l'impression d'une chute sans fin. Nous devons sans cesse nous poser la question d'où se situe le jeune. Pour ce faire, mon expérience de l'observation du nourrisson a énormément aidé. Ce que je peux vivre sur le moment auprès du nourrisson ou du tout petit, ce que moi je peux ressentir, me permet de situer ce que ces pleurs représentent. Ce travail de monitoring nous permet de donner une réponse plus adaptée et parfois de la mettre en mots. C'est exactement pareil et utilisable dans les prises en charge avec les adolescents. La tristesse fait mal, la peur freine, bloque, et l'impression de chuter terrorise et démantèle. À nous d'être attentifs à ce que nous ressentons pour la définir. Nous avons développé à la Fondation de Nantes un GPS dernière génération qui nous permet de monitorer dans le ici, maintenant, ce qui se joue d'un point de vue émotionnel avec nos patients. Nous devrions être psychiquement là où nos patients sont et pas l'inverse. C'est-à-dire de demander à nos ados d'être là où nous voudrions qu'ils soient. Ça ne marche pas. Nous devrions être capables d'accueillir nos patients sans désir et sans souvenir, comme si à chaque fois c'était une première fois. La meilleure fonction contenante ainsi que son développement sont liés au monitorage émotionnel le plus précis de ce que nous pouvons accueillir avec empathie, sans rien censurer, la formation esterbique. Cela veut dire que nous pouvons attendre un adolescent avec lequel nous avons discuté de tristesse, de dépression à la séance suivante, encore dans le même registre émotionnel. Peut-être qu'il viendra avec le même registre, mais peut-être que la séance suivante, il viendra avec un autre registre. Et ça serait une folie de lui dire non, nous sommes programmés à accueillir la tristesse, pas les peurs. Donc, sans souvenir et sans désir nous permet d'être à l'écoute dans le ici-maintenant, ce monitorage émotionnel du registre
émotionnel dans lequel l'adolescent est. Si nous arrivons à le faire, nous aidons vraiment l'adolescent à agrandir ses capacités de contenance et la méthode pour pouvoir digérer les émotions. Un point important que j'aimerais souligner est celui de nous interroger sur ce que nous ressentons aussi corporellement. Il s'agit là du contre-transfert corporel. Encore une fois, la méthode Esterbik permet de s'entraîner à ressentir ce que ce bébé, dans sa communication primitive, nous transmet. Le bébé ne parle pas. 5e parole. Quelqu'un de triste intéresse personne. Du coup, je mets des masques, pitres, agressifs, gentils, parfaits ou mauvais. Ces derniers temps, je me perds dans mes masques. Je ne sais plus qui je suis, à part quelqu'un de triste qui ne veut pas le montrer. La souffrance d'un jeune qui serait mieux armé, avec un meilleur contenant familial ou autre, donc plus dans la normalité de l'adolescence, passe parfois complètement inaperçue. Elle n'est pas entendue, pas abordée, peut-être par la crainte, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être contaminée aussi. Elle est souvent banalisée en lien avec ça. Combien de fois a-t-on entendu ces phrases ? Il suffit que tu te bouges, mets-toi des coups de pied aux fesses, tu te laisses aller, il faut un peu de volonté et ça ira. La pensée magique que la volonté suffit, que l'ado ne veut pas, qu'il est juste démotivé. La détresse est donc incomprise, pas entendue et les réponses sont insatisfaisantes. Chez les adolescents qui ne sont pas suffisamment outillés dont nous parlons, transformer cette émotion négative en émotion positive, comme décrit plus haut, amène donc logiquement à des réponses qui sont plus rapides, à une préoccupation immédiate et une attention particulière. Il est préférable de vivre le rejet par quelque chose de maîtrisé, que je provoque, que d'être seul, abandonné dans sa souffrance avec le sentiment de chute ou de mort. Le jeune homme qui m'a dit cette phrase pleine de sens présentait entre autres des défenses maniaques pour survivre à sa tristesse. Il était traité pendant très longtemps pour une hyperactivité avec donc sous Ritaline, sans aucun succès, avec un crescendo progressif des troubles du comportement. Il a fallu près d'1 an de soins et de thérapie pour l'amener à toucher à sa tristesse dans la confiance du lien. Ce travail a été éprouvant pour lui, nous avons dû respecter son rythme pour y arriver afin d'éviter un effondrement. Auparavant, il était peut-être même plus conscient de cette émotion enfouie et la remettre au premier plan était très douloureux et l'est encore. Mais ce travail essentiel lui a permis d'avancer dans son développement et dans une construction psychique plus solide. Il peut maintenant faire face à cette souffrance car le lien de confiance lui permet de la vivre sans qu'elle soit trop dangereuse et synonyme de mort. Ce qui a été particulièrement payant dans cette situation a été la continuité du lien. Il a changé de lieu de vie, mais nous avons pris l'option de continuer à le suivre malgré ça. Lorsqu'il a compris qu'il suscitait de l'intérêt, même triste et déprimé, que je ne l'abandonnais pas, il a pu à ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là qu'il a pu réellement avancer. Cette expérimentation lui a permis de lâcher ses défenses et nous avons pu accueillir la tristesse et la contenir. Maurice Korkos, dans La terreur d'exister, en 2013, nous rappelle que nous devons tenir compte de structures psychiques en mosaïque qui présentent aux soignants différentes structures psychiques où se côtoient des aspects névrotiques, psychotiques et des enquistements aussi autistiques de la personnalité. Judith Mitrani, en 2011, nous parle, faisant référence à Frances Tostin, des enquistements autistiques chez les patients névrotiques, psychotiques ou borderline. Il y a des lignes de force qui aident le patient à se structurer lui-même et que cette vignette clinique montre. Ce que le patient veut montrer à son environnement, aux soignants. Je le disais tout à l'heure, nous devons être là où l'objet, l'environnement n'a pas pu être. Proposer d'aider nos patients à rêver ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de rêver. Il vaut mieux une relation d'objet qu'aucune. Et nos ados, comme nous le montre Mélanie Chérix, s'expriment, définissent la coloration du lien que l'adulte veut ou peut bien accueillir. L'adolescent pourrait nous dire « je m'adapte » ou « je m'hyperadapte à l'autre pour ne pas le perdre », au détriment de ce que je ressens. Je montre ce que l'adulte attend que je sois. Riccardo Lombardi, psychanalyste romain, nous rend attentifs d'être à l'écoute de nos éprouvés émotionnels et sensoriels corporels, le contre-transfert corporel, qui sont les réponses de ce que nos ados peuvent nous communiquer de façon archaïque à travers les nombreuses dissociations soma-psyché. Peut alors se développer une personnalité comme si, en faux self, comme le définit Winnicott. La question du rythme de sécurité que Frances Tostin définit
dans son livre Le trou noir de la psyché, permet le cadre d'intervention, permet de trouver ce qui correspond le mieux à notre patient en respectant son rythme. C'est-à-dire le rythme qui permet la construction et le développement de l'appareil à penser, les pensées. Du temps est nécessaire à trouver ce rythme qui me pose un problème autour de ces hospitalisations souvent limitées dans le temps. 6e parole. Je ne veux pas qu'on m'aide, pas parce que je n'en ai pas besoin, mais parce que je ne peux pas. La jeune fille qui a dit cela refusait toute rencontre soignante ou thérapeutique depuis des mois, malgré les stimulations de l'équipe éducative. Elle a pu dire très clairement qu'elle ne pouvait pas parler de ses problèmes, qui étaient liés à un traumatisme, sans avoir mal et avoir envie de mourir. C'était vraiment une petite chose très fragile qui était tout le temps au bord des larmes. Elle a malgré tout finalement accepté de me rencontrer pour discuter, sans parler des problèmes, mais vraiment pour l'apprivoiser, s'apprivoiser, créer un lien, un espace de confiance qu'elle pourra utiliser au moment venu. Je respectais ainsi son besoin de rester à distance de l'élément déclencheur de tristesse, sans pour autant l'abandonner, en lui permettant d'expérimenter un premier lien thérapeutique bienveillant. Ça fait maintenant plus d'1 an que je la suis et nous n'avons jamais parlé de son traumatisme. Elle sait que j'en ai connaissance, elle sait qu'il est je lui ai dit qu'il était dans un petit tiroir dans ma tête, au fond de ma tête, mais on l'a jamais abordé de face. On a parlé de tout, on a parlé de rien, mais il y a maintenant un attachement qui est important et un lien très très important. Elle a fait une évolution magistrale grâce à la prise en charge du foyer ainsi qu'aux soins et elle a pu s'autonomiser. Cette jeune fille qui semblait vouloir s'effondrer à chaque seconde est maintenant une jeune fille solide. Je pense que c'est ce chemin qui doit être fait au départ dans ce type de situation, dans le respect des défenses pour éviter l'effondrement, avec du temps, leur temps, au travers du lien de confiance. La tristesse peut ainsi devenir une alliée et le travail en profondeur peut ainsi commencer. C'est souvent à ce moment-là que les ados en refus de soins peuvent entrer dans un processus de psychothérapie. Et c'est peut-être à ce moment-là seulement qu'ils deviennent des patients. Pour conclure, je pense que la fonction soignante est importante dans ces prises en charge et dans ce chemin. La position infirmière, et ça je le dois un petit peu à Raymond, on en avait parlé ensemble, la position infirmière se trouve dans une sorte d'espace interstitiel qui n'est ni thérapeute ni éducateur, un espace à la fois concret et symbolique. C'est un espace de transformation, une sorte d'entre-deux qui convient bien à la problématique adolescentaire, qui est entre deux âges et dans une phase de transformation aussi. L'infirmière occupe un champ informel porteur de toutes les possibles, comme l'adolescence. En lien, nos dispositifs devraient peut-être être eux aussi en transformation avec un cadre adapté avant qu'un cadre plus psychothérapique puisse être utilisé. Si l'expression de la souffrance et notamment de la tristesse prennent des allures si variées, notre abord devrait l'être également pour créer des espaces potentiels. Inventons, créons et prenons des risques. Nous terminons avec une vignette qui, à mon avis, est révolutionnaire. Comme l'a été la théorie de la relativité élaborée par Einstein, qui a été révolutionnaire et a semé le désarroi au sein de la communauté scientifique. Le E égale mc carré n'était pas prévu et a été un changement catastrophique parmi les scientifiques. Nous, les psys et les soignants, avons dit depuis toujours, il faut qu'il y ait une demande claire pour pouvoir entrer en soins. Alors, s'il n'y a pas de demande claire, on n'entre pas en soins. Ou s'il n'y a pas une demande négative, c'est qu'il n'y a pas de demande. On peut penser que pour certains patients, pouvoir formuler une demande tient lieu déjà de la guérison. Formuler une demande, c'est pouvoir mettre en mots des choses de la pensée et qui ont du sens pour que l'autre les comprenne. Il me semble que cela nous pose 2 problèmes, celui de la possibilité de la formulation et celle de la question de la dépendance à ce qu'implique une demande. Nous avons encore constaté le mois dernier un couple médico-infirmier dire à une patiente que nous souhaitions intégrer dans une structure qu'elle devait pouvoir formuler une demande claire pour pouvoir intégrer la structure. C'est alors, comme Meltzer dans le conflit esthétique, je me suis identifié à la partie probablement la plus archaïque de la patiente et dire « Je suis trop régressé, trop embourbé dans ma pensée archaïque pour pouvoir formuler une demande claire. » Je pouvais entendre qu'il n'y a pas de place pour une demande informe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme, ou la forme souhaitée. Ceci devrait impliquer que nos patients devraient s'adapter aux structures que nous avons et pas l'inverse.
Nous sommes de plus en plus confrontés à des patients en crise, à des structures psychiques complexes, dans des états psychiques très régressés, mettant en évidence des fonctionnements psychiques ou des aires de fonctionnement très archaïques. Le thème du congrès de la Fédération européenne de psychanalyse à Turin en 2014 était la rupture. La rupture peut être liée à la séparation, pour ceux et celles qui se sont construits sur des bases névrotiques. Mais pour d'autres structures, la rupture provoque des déchirures, et qui, elles, font référence à des structures psychiques plus primaires. Ceci caractérise les individus pour lesquels l'organisation psychique principale est celle de la position autistique contiguë. Se séparer, si nous n'avons pas construit un espace intérieur avec des objets internes suffisamment bons, internalisés, qui apportent une sécurisation, alors se séparer, c'est vivre la déchirure, qui se caractérise, comme le dit Winnicott, par des angoisses agonistiques. Une séparation est possible sans déchirure car l'individu est capable de se représenter, mettre en image l'objet absent. Il nous faut donc, à partir d'une ère transitionnelle ou d'un champ, construire à partir de l'informe, ce qui n'est pas dissible, des représentations. Dire, raconter la souffrance, le trauma, nécessite tout cela d'être capable, quand ceci est possible, c'est possible car on est capable de représentation. Ne pas pouvoir se représenter, car se représenter est trop douloureux, fait peur, fait chuter, glisser et tomber sans cesse dans un trou noir, informe et sans fond. Winnicott et Tustin. Pour que l'informe de la pensée du patient prenne forme, il faut du temps. Ce rythme de sécurité dont parle Frances Tustin, un appareil psychique du soignant, si possible concave, non saturé et réceptif de façon empathique. À cela doit se rajouter la co-construction d'une rêverie. Avec certains adolescents, à vouloir absolument aborder le traumatisme, provoque la déchirure. Un autre vertex de compréhension pourrait être celui de la demande d'aide qui doit passer obligatoirement par le lien. Fidida dit « il faut être deux pour guérir ». Mais le deux peut remettre l'adolescent dans un état de sentiment de dépendance, dépendance dont il veut s'en débarrasser. Absolument. Je conclurai. Avec Bion, c'est comme la Révolution française en 1789, plus rien ne fut la même chose. Je veux parler peut-être aussi d'une psychanalyse ou de soins psychiques qui ne cherchent pas systématiquement à rendre conscients les éléments inconscients, qui ne cherchent pas systématiquement à interpréter le contenu, mais à développer le contenant. Une psychanalyse qui cherche aussi à développer des outils de transformation, la pensée onirique de la veille, afin de transformer les émotions à l'état brut en représentation. Je vous remercie pour votre attention. Aïe, aïe, aïe. Alors, Monsieur Panchaud présente les deux intervenants qui sont donc des adolescents tristes et pas des adolescents déprimés. Alors, Mélanie Chérix-Parché, alors elle est génétiquement modifiée par la psychiatrie. Hein. Elle a la psychiatrie dans les gènes. Bon, alors Serge Sanchez, lui, il est presqu'île ou presque pédiatre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est totalement marié. Finalement, la psychiatrie, c'est une histoire de jeu et de dés, pas de jeu de dés, mais de dés à coudre, car il faut tisser des liens et aller vers. C'est là que le dé à coudre, qui est gris, devient vert. Mais même vert, s'il est saturé, ça ne sert à rien. Un vert, ça se sert ou ça sert à la métaphore. Hein, c'est une histoire de cuisine, de taboulé. Il faut faire taboulé rasa. Le sentiment, c'est le sang qui bat dans les veines. Les émotions servent à la régulation interne. Quand elles sont mal régulées, on peut se faire interner. Alors, dépression, débordement d'une tristesse. L'être humain est con depuis sa naissance, contraint de faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'entrain. Éteint, on atteint la dépression. L'appareil à penser du patient, c'est ce que Mélanie fait. Alors, dans un texte, on peut écrire en prose ou en vers. C'est une question de déplacement. Déplacer les vers, les chercher, les trouver tant que le vers n'est pas troué. Comme une bouteille lancée à la mer. Là, on peut l'écrire comme on veut, hein, tant que la bouteille est en verre. Et là, c'est pareil, on peut l'écrire comme on veut. La tristesse, quand on la teste, cela déleste, mais on peut aussi se sentir délaissé, se détester. Histoire céleste, c'est l'ouest d'Éden. D'Éden changeait le cours des choses. Choses attrapées, choses à trouver, choses
Attristé, chose à chuter, comment cueillir l'instant. La tristesse ou lire, désir, des peurs. Le transfert, c'est simple, hein, ça se passe dans le foot, on achète un joueur et puis voilà. Par contre, le contre-transfert, c'est beaucoup plus complexe. Alors des fois, malgré la pression, on sourit. Sourit, taline. Et ça amène l'hyperactivité. La position infirmière est en entre-deux. C'est un espace, une transition, un jeu possible, un genou, donc une articulation. Ou alors un jeu qui noue, ce que je noue, nouer des liens. Et c'est la théorie révolutionnaire, hein, on peut nouer des liens même sans demande. Et puis, il est important de pouvoir se représenter. Alors, je parle pas forcément là des hommes politiques, hein, donc ça c'est aussi. Alors, pour guérir, il faut être deux. Et Bion, c'est la révolution. D'ailleurs, il y a eu un moment quand Bioman il est arrivé à la télévision, ça fait vraiment une révolution. Merci.